Cette conférence est enregistrée, hein, elle sera visible sur Internet. Donc vous avez vu, il y a des caméras, il y a des projecteurs, c'est pas très bien parce que c'est... Bonsoir, merci d'être venus très nombreux en cette veille de fin du monde, non, de fête de Noël, pardon. La fin du monde, c'est demain, non? C'est programmé demain. Alors, je ne sais pas si c'est 21h12 ou si c'est 12h12. En tout cas, l'hiver arrive officiellement demain à 12h11. Est-ce un hasard? Hein, demain, c'est officiellement l'hiver. Alors, vais vous présenter un petit peu le temps qu'il fait et le temps qu'il va faire. C'est pas moi qui suis la vedette de cette conférence, mais simplement vous faire un petit briefing sur le temps actuellement sur la planète. Alors, regardez bien ce disque, peut-être que demain on ne le verra plus. Là, c'est du direct, hein, enfin c'est du semi-direct, c'est les images qui ont été prises ce matin. Et on a sur ce disque terrestre l'ensemble des systèmes nuageux qui défilaient aujourd'hui, ou en tout cas ce matin, sur cette partie de la planète. Ce qui est intéressant de voir, ce que je dis souvent, alors je sais pas, moi sur mon écran elle est un peu ovale, on est en pays de rugby. Sur l'écran elle est ronde, donc c'est qu'on peut s'apercevoir avec le satellite que la Terre est ronde, que le Soleil, vous allez le voir, se lève à l'est. Et que la partie la plus éclairée est l'hémisphère sud, plus que l'hémisphère nord. C'est donc qu'on est bien en hiver et que l'été, c'est bien pour l'hémisphère sud. Et vous voyez que là, on est vraiment au plus bas, hein, pour l'éclairage de l'hémisphère nord. Ce que l'on peut voir également, c'est que la partie front intertropical de convergence est très, très discontinue, très faible en tout cas en ce moment sur la partie Atlantique Nord. Que ici, par contre, ça s'agite beaucoup. Ça s'agite beaucoup sur l'Atlantique avec cet énorme enroulement qui est passé sur nous aujourd'hui, qui concerne une grande partie de la France et dont l'activité a été très marquée sur les régions du Nord. Un vaste enroulement au sud de l'Islande. Et puis vous avez une pour demain, une pour samedi, et puis après une autre un peu plus loin pour dimanche, quoi. Donc on est vraiment dans un train de perturbation. Alors, ce n'est pas avec ce type de situation qui fait froid en cette période de l'année, c'est plutôt un temps doux pour les jours qui viennent, voire extrêmement doux, on le verra tout à l'heure, pour la journée de samedi et surtout de dimanche. Donc, grande douceur avec ce défilé de perturbations sur l'ensemble de l'Europe occidentale, en sachant que par ici, on ne voit pas très bien, mais là, il n'y a pas beaucoup de nuages. Mais il fait très très froid et que l'air froid est déjà bien installé. Vous l'avez peut-être vu dans l'actualité ces derniers jours en Russie, en Sibérie en particulier. Avant-hier, il faisait moins 55. Il fait régulièrement actuellement moins 20 à Moscou. Et les températures mini-maxi sont à peu près identiques, ça bouge pratiquement pas, et moins 55 au niveau de la Sibérie. Donc le dôme d'air froid s'est bien mis en place sur la Russie et sur la Sibérie, déborde un petit peu sur l'Allemagne, déborde surtout vers la mer Noire, là, vers la mer Noire et la Turquie, mais déborde également un petit peu sur l'Allemagne, ce qui retarde un peu le passage de cette perturbation sur la moitié nord de la France, qui a provoqué quelques petits soucis cet après-midi et ce matin, là, près de la Belgique, sur la Lorraine, où il y a eu de la neige, il y a eu des pluies verglaçantes. Quand ça vient buter contre l'air froid, c'est un petit peu complexe. Donc la situation à grande échelle, et puis dans l'hémisphère sud, le vent des globes, ils sont déjà beaucoup plus loin, ils sont de l'autre côté. Ils sont pratiquement au sud de l'Australie, hein, et pour les premiers au sud de la Nouvelle-Zélande, où ils vont rencontrer probablement dans les prochaines 24 heures les restes du cyclone Evan qui a traversé Wallis et Futuna et qui passait au large de la Nouvelle-Zélande. Ils vont probablement rencontrer les restes de ce cyclone qui est passé qui a fait des dégâts, je crois, à Wallis, plus qu'à Futuna. Donc, on peut remarquer la tâche de réflexion spéculaire ici du Soleil, hein, sur Madagascar, que l'on voit simplement à une heure bien donnée, très particulière du jour. Voilà mon animation qui s'arrête assez tôt. Pourquoi ça fait ça? Voilà quand c'est éclairé, la situation météorologique sur l'ensemble de la planète, enfin sur une partie du disque terrestre. Ce que ça donnait sur la France, rapidement, l'image visible de ce matin.
Ben, il y a pas grand, il y a beaucoup de nuages, hein. Voilà, c'était couvert partout, un petit peu moins côté Allemagne, là où il y avait de l'air froid, et puis un petit peu moins après la perturbation, où on avait un petit coin d'air un peu plus sec qui s'enfonçait ici, et avec la traîne qui se mettait en place avec les cellules convectives que l'on peut apercevoir sur le golfe de Gascogne, et une petite ligne de grains qui approchait du sud de la Bretagne. Sinon, c'était très dense, très épais, avec un petit effet de fun là au pied des Pyrénées, mais qui n'était pas sur la région de Toulousaine, mais au pied des Pyrénées, et les précipitations qui étaient ici. Les précipitations associées, on va le voir sur le radar rapidement. Voilà, c'était un vaste système, d'accord, un vaste système pluvieux hein, qui enveloppait pratiquement toute la France. Hein. Ça pivotait autour d'un minimum sur le sud de la Cornouaille anglaise. Donc avec plusieurs étages, une perturbation qui était un petit peu complexe en structure, avec plusieurs étages, une partie qui s'est activée très vite ce matin. Là. Ce matin, il ne pleuvait pas, puis très rapidement, cette partie s'est activée en donnant de la neige, des pluies verglaçantes, enfin des trucs pas sympathiques, mais c'était pour les Belges. Ici, il y avait que de la pluie, avec ici quelques flocons en très basse altitude dans les vallées alpines ce matin, et puis après sur la Lorraine. Et puis un autre étage avec le front froid associé, qui était beaucoup plus net, beaucoup plus structuré, avec des cellules convectives dans sa partie sud. Et puis devant, on avait une entrée maritime assez musclée sur le Languedoc, le Roussillon, avec des précipitations également sur les Cévennes qui se propageaient vers la Provence. Donc vous voyez, plusieurs étages, c'était très complexe. Un système très complexe. Le front, cette partie pluvieuse, est passé en début d'après-midi, là, sur nous. Hein, ça donnait un bref épisode pluvieux, puis derrière, on rentre dans un truc de traîne, en sachant que derrière, vous avez vu, derrière, il y a cette onde-là, dont on a eu beaucoup d'inquiétudes ces derniers jours, pour ceux qui ont regardé un peu les situations météo sur... je sais qu'il y en a qui regardent sur Météo Ciel, et qui regardent un peu l'évolution des modèles. Le jet est pas loin de cette tête d'onde, mais le jet est un peu au nord, et il y a certains modèles qui l'ont fait passer sous le jet, et donc quand elle est passée sous le jet, elle explosait un peu. Et on a eu des inquiétudes il y a 48 heures, où il y avait des runs de modèles qui nous mettaient jusqu'à 100 nœuds en vent moyen sur les côtes bretonnes. Heureusement qu'on n'a pas déclenché tout de suite l'alerte tempête, sinon c'était une tempête comme on a eu en 99 avec quelque chose qui devenait explosif. Apparemment, elle n'a pas l'intention de passer sous le jet, cette dépression, et le jet n'a pas l'intention de descendre plus sud, donc les deux vont cohabiter sans trop se heurter, et donc du coup cette perturbation va passer, je vais vous le montrer tout à l'heure sur les modèles, avec une dépression peu creuse qui va rapidement traverser toutes les régions situées au sud de la Loire demain matin. Les conséquences, il y en aura quand même quelques-unes chez nous. Alors rapidement, pour vous montrer la réalité et la fiction, la prévision des nuages d'arômes ce matin et la réalité. Ah, c'est sympa, c'est pas mal. Hein. Là, j'ai pris que des nuages bas, donc ils mangent les nuages supérieurs. Ici, il y avait essentiellement des cirrus. Hein, donc, c'est quasiment parfait. On voit bien que le corps de la perturbation se situe sur cette grande partie de la France et que vers la pointe bretonne et vers le sud-ouest, c'est plus déstructuré avec le passage en traîne. Et on voit bien qu'ici, on a bien ce type de phénomène avec le petit effet de fun que l'on retrouve ici sur le sud de la Haute-Garonne, sur le Comminges, l'Andorre et sur les Pyrénées-Orientales. Là, on a bien le Comminges, l'Andorre, les Pyrénées-Orientales. Donc, chapeau le modèle. Les précipitations. Alors, je vais les mettre à 9h, comme ça j'aurai à peu près la même échéance. Ça, c'est la réalité. Et ça, c'est l'évolution des précipitations vue par le modèle AROM. Alors, si je vais à 9h, ben voilà, j'y suis. Bon, on peut trouver des choses, hein, mais c'est difficile de faire mieux, hein. C'est difficile de faire mieux. Hein. Il y a presque une bonne maîtrise de la partie active de la perturbation, des différentes structures qui apparaissent avec des zones où les précipitations sont moins intenses. C'est peut-être un petit peu moins avancé par là, mais c'est quand même pas si mal que ça. Il y a bien les précipitations sur le pourtour de la Méditerranée, c'est un petit peu en avance sur le sud-ouest. Et quand on fait l'animation, on voit bien passer ce système perturbé qui est passé cet après-midi sur nous et les averses qui se déclenchent derrière, quoi. Donc voilà la situation pour ce soir et cette nuit, avec cette perturbation qui se déplace très rapidement. Les prévisions maintenant sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur cette petite dépression qu'on aperçoit ici, leur vaste système dépressionnaire sur l'océan, l'anticyclone, vous voyez où il est, hein,
Le dôme d'air froid, il est là-bas sur la Russie, sur la Sibérie. Dépression ici sur la Turquie, sur la mer Noire. Là, il y a des tempêtes de neige tous les jours. C'est une catastrophe, là, en bordure du froid continental. Et ici, on a bien aujourd'hui cette perturbation qui est associée à ce système, à ce Talweg, là, avec ce système perturbé qui circule. Et puis la nouvelle tête d'onde qui est là, et qui va, dans les prochaines heures, faire rapidement ce trajet-là, quoi. Et on la retrouve demain matin en train de s'épuiser, en train de se combler demain matin au niveau du Massif central. Donc c'est quelque chose qui passe très rapidement, mais quand vous avez une dépression comme ça, le gradient se resserre dans sa partie sud. Alors c'est associé à des précipitations assez intenses, mais c'est surtout associé, parce qu'il y a les Cantabriques et la chaîne des Pyrénées, à un resserrement de gradient dans la partie sud, et que donc au passage de cette dépression, il va y avoir un coup de vent. Un coup de vent qui va balayer les côtes aquitaines, qui va se propager le long de la chaîne des Pyrénées, puis qui va se répercuter après sur le Roussillon. Alors c'est pas tempétueux, mais il faut s'attendre à des rafales voisines de facilement 80 km/h sur la région toulousaine, un peu plus près de l'Atlantique, et un peu plus quand ça se propagera vers la région de Perpignan, autour de 100 pour demain matin. Donc c'est très bref, ça passe très vite, et ça meurt très vite également. Ça meurt très vite. Donc l'activité, elle sera essentiellement sur le quart sud-ouest, très peu d'activité sur le sud-est et pas du tout sur la moitié nord. Et voilà la suite des événements. Alors peut-être est-ce pas utile de le montrer parce que ça sera peut-être fini. Mais bon, on va quand même le faire. Alors attendez, je vais venir à la date. Ça va trop vite, on est trop loin, on a l'année prochaine. Voilà, ça c'est aujourd'hui, ça c'était la modélisation pour 12 heures, modélisation du CEP avec ce vaste corps pluvieux. Alors c'est un cumul de précipitations sur 12 heures, donc on ne voit pas bien le ciel de traîne, mais on a bien ce noyau précipitant qui est présent sur une bonne partie de la France. Là, on voit bien que ça réagit en neige, ça c'était pour cet après-midi, la fin de l'après-midi, ça réagit en neige sur l'Allemagne, ça réagit en neige avec un rouge ici sur l'Allemagne, sur le Luxembourg, et puis surtout sur les Alpes. Et puis on voit cette deuxième tête d'onde là, qui est en train de se développer dans ce flux assez rapide d'ouest et qui va très rapidement plonger sur le sud demain matin. Et on voit une troisième tête qui approche là. Par contre, celle-là, elle va être plus musclée, mais elle va surtout toucher les régions les plus au nord. Vous voyez, ça c'est pour samedi. Alors si vous voulez samedi partir dans les Alpes, attention, il va tomber entre 40 et 60 cm de neige, en sachant que d'abord il va neiger un peu bas, et puis qu'après il va neiger au-dessus de 1700, 1800 mètres d'altitude, et qu'il va y avoir de la soupe au milieu. Ça va être un peu compliqué la situation samedi dans les Alpes. On risque d'avoir peut-être de la vigilance orange demain pour des problèmes d'avalanche, de coulées de neige et de fortes chutes de neige en altitude. Donc situation très complexe pour samedi dans les Alpes. Alors pour les Pyrénées, il n'y a aucun problème, aucun problème. Là, c'est... alors, je ne vais pas dire qu'il n'y aura aucun problème parce qu'il n'y aura plus de neige, mais ça va fondre. Ça va fondre, parce que c'est extrêmement chaud. Les températures prévues pour les prochains jours, samedi, dimanche, on est autour de 17-18 à Toulouse et on est pas loin de 20 degrés au pied de la chaîne pyrénéenne. D'accord, donc on est à 15 à Paris, ce qui représente un record pour la région parisienne. Donc on est bien dans une période de temps extrêmement doux. Alors ça c'est pour la journée de dimanche. Après l'onde elle s'en va un peu plus, donc dimanche ça s'améliore un peu, mais on garde toujours ce flux de sud-ouest sur la région de toulousaine. Et puis après vous avez derrière ce vaste système qui va pivoter et déclencher un flux pour lundi, un flux de sud-ouest, quoi. Donc c'est pas près de se refroidir là. C'est pas près de se refroidir. Donc lundi on peut avoir une parenthèse un peu plus calme. Enfin ici, samedi, dimanche, il ne fera pas mauvais. Les perturbes elles vont passer au nord. On va être ric-rac des précipitations et nous, on est plutôt protégés. Sinon, pour le reste de la France, c'est plutôt très perturbé. Donc pour nous, c'est très très doux. Lundi, on rentre dans un système là, qui provoque très certainement du vent d'OTAN avec, vous voyez, l'apparition de vents marins autour de la Méditerranée sur le Languedoc, donc des entrées maritimes, des choses comme ça. Et après, ça pivote rapidement et ça rentre pour Noël, quoi. Alors, c'est un Noël au balcon avec parapluie. Donc, c'est extrêmement doux. C'est extrêmement doux. Et après, la semaine prochaine, on retrouve quelque chose de... Alors, il y a beaucoup d'hésitation, forcément, puisque dans ce type de situation, les fluctuations sont assez marquées. Mais globalement, on garde pour jusqu'à la fin de l'année un flux d'ouest. Vous voyez que... On s'en sort pas, quoi. Alors, je reviens en arrière, mais on garde un flux d'ouest. Et nous, dans ce type de situation, si c'est un petit peu sud-ouest, on est protégé des perturbations.
Donc c'est encore un Noël au balcon, et le froid, on verra plus tard. Là, il y en a certains qui prédisent que ce froid va venir très très vite, d'autres un peu moins vite. Donc voilà, peut-être en février, quoi. Enfin, en tous les cas, il est là. Hein. Il s'est installé très tôt. Hein. La banquise s'est reformée très très tôt au niveau des pôles, sur la partie nord canadienne, hein, et sur la Sibérie s'est installé un dôme froid très important et relativement précoce. Nous, on a eu de la neige de manière précoce, mais malheureusement, avec ce type de situation, la neige sur les Vosges, le Jura, sur le Massif central et même sur les Pyrénées en dessous de entre 1000 et 1500 mètres, ça va poser des soucis, quoi. Ça va poser de sérieux soucis. Donc voilà pour cette petite présentation rapide. Je voudrais laisser la parole maintenant à Daniel Rousseau qui va nous parler des fluctuations, de l'observation des fluctuations du climat. Monsieur Daniel Rousseau, que tout le monde connaît. Hein, il est au Conseil supérieur de la météorologie, c'est ce qu'il m'a dit de dire, mais en fait il est chercheur, ancien directeur de l'École nationale de la météo, et c'est le père de Peridot. Je ne sais pas si quelqu'un a connu Peridot, mais Peridot, c'était un modèle qui avait été lancé il y a combien ? Il n'y a pas très longtemps. Non, c'est tout récent. Hein. C'est tout récent. Et à l'époque, on s'était dit, avec ce modèle Peridot, on va faire la météo dans les rues des villes. On va arriver avec des mailles relativement fines et on va faire des prévisions extrêmement précises. Et tous les journalistes, je me rappelle à l'époque, s'étaient dit on va faire du quartier par quartier, on va enfin... Bon, ce n'était pas tout à fait le cas, mais ça a été un précurseur sur les modèles à mailles fines. Et donc, moi, je m'en suis servi très souvent et c'était super intéressant à l'époque. Hein. C'était la première fois que l'on fabriquait... et voilà, vous avez le père de Peridot. Bon, Daniel. Alors, il faut peut-être que je fasse une petite... C'est bon. Voilà. Bon, bonsoir. Alors d'abord, quelques précisions sur le contenu de cette conférence. Dans cet exposé, je ne parlerai pas des moyens modernes d'observation utilisés actuellement pour réaliser des prévisions, telles que les observations par satellite ou par radar. D'ailleurs, ces moyens ont été présentés ici même le mois dernier par Jean Pailleux. Je parlerai en revanche plutôt d'observations beaucoup plus élémentaires, mais qui, réalisées sur une très longue période de temps, permettent d'appréhender les fluctuations du climat passé. Alors, dans le titre, on a mis observation des fluctuations de notre climat. Alors, notre climat, ça indique que je ne parlerai pas non plus du climat à l'échelle globale, mais plutôt du climat à une échelle beaucoup plus locale, en utilisant des observations réalisées en France ou dans sa proximité. Quels indicateurs a-t-on du climat passé ? Alors, on a des mesures instrumentales. Les mesures instrumentales, en fait, sont apparues à la fin du XVIIe siècle, après Galilée. Donc, il y a eu des mesures de baromètre, thermomètre, etc. Et en fait, on dispose en France de température depuis 1658. Alors, comment aller au-delà ? On utilise en fait des données phénologiques qui, elles, nous permettent d'aller beaucoup plus loin. Les dates de vendange qui ont été relevées, qui étaient relevées régulièrement, sont relevées depuis 1370. Alors ça nous donne un excellent indicateur du climat, essentiellement pour le semestre printemps-été, dans la saison végétative. Bon, alors si on veut aller plus loin, il y a l'extension des glaciers qui sont évidemment très précieux. Dans les Alpes, le plus grand glacier, c'est le glacier d'Aletsch, qui permet de remonter, disons, ça a été exploité jusqu'à moins 1500 avant Jésus-Christ. Donc, dans cette conférence, je parlerai essentiellement de ces trois types de données, sachant qu'il y a encore bien d'autres moyens utilisables pour avoir des éléments sur le climat passé. Bon, alors passons comme d'immédiat sur l'observation avec les mesures instrumentales. Donc ça, je vais vous un peu expliciter comment peut-on obtenir des données jusqu'à 1658. Bon, alors les données qui sont disponibles. Les données qui sont disponibles, il y a les données qui ont été faites par le service météorologique à partir de la fin du XIXe siècle. Mais ça, on a des données sur la série de Paris-Montsouris, on a des données sur 140 ans. 140 ans.
Bon, alors 140 ans, ça peut paraître beaucoup, hein, mais quand on veut voir l'histoire du climat, c'est un peu court. Hein, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, à la fin du XIXe siècle, il y a Émilien Renoux, hein, qui était d'ailleurs un des fondateurs de la Société météorologique de France, hein, qui avait établi une série de températures mensuelles à Paris sur 115 ans, hein, donc de 1872 à 1757. Bon, alors on peut en fait aller beaucoup plus loin que ça. Hein. Donc beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on peut arriver, hein, c'est le bas du tableau. Hein. Là j'ai mis les titres en bas, hein, pour permettre aux gens qui sont au dernier rang de mieux voir les diapos. Hein. Bon, on peut aller jusqu'à 1658, hein, alors c'est là où est arrivé le premier thermomètre en France. Hein. Donc on va essayer de retracer avec les températures, hein, disons, l'évolution du climat au niveau de Paris, par exemple. Enfin, mais Paris, hein, si on parle de température moyenne, mensuelle, bon, alors ces valeurs sont représentatives beaucoup plus que la localité de Paris. Hein, donc c'est représentatif en fait du nord de la France, même de l'Europe de l'Ouest. Hein. Donc, pour la centaine d'années entre 1756 et 1758, on n'a malheureusement pas de mesures in situ sur toute la période. On a essentiellement des mesures qui ont été faites par les deux premiers observateurs, disons, qui ont laissé des traces, hein, Ismaël Bouliot et Louis Morin. Et alors, pour combler les trous là, qui sont indiqués en blanc, on a recours à une longue série qui a été établie pour l'Angleterre, par Manley pour l'Angleterre centrale, et puis qui ont été aussi établies pour les Pays-Bas. Hein. Donc on va s'aider de ça, sachant qu'il y a une bonne relation entre les températures, enfin les anomalies de température mensuelle à Paris et les anomalies de température mensuelle en Angleterre et aux Pays-Bas. Bon, alors j'ai mis sur la droite série des dates de vendange. Alors ces séries, on les a même beaucoup plus loin que 1658, hein, mais ça va nous servir en fait pour recaler toutes ces données, parce qu'il faut dire que ces données n'ont pas été faites évidemment dans les mêmes conditions, aux mêmes endroits, etc. Donc il y a un problème un peu non seulement de calibration des données, mais aussi d'éviter les erreurs systématiques. Donc on peut se recaler en fait sur des données extérieures, hein, comme on le verra au moins pour les données estivales du semestre d'été. Bon, alors, en fait, voilà la carte des points de mesure qui ont été utilisés pour reconstituer la série de Paris. Donc là, les couleurs correspondent là aux intitulés. La série de Montsouris, on parle de Montsouris, au sud de Paris. Hein, on a une série depuis 140 ans. Et puis la série de Renoux, elle a été faite en fait à partir de 4 lieux, hein, donc des 3 lieux dans Paris, et aussi autour de la période 1776-1787, il a dû recourir à des données prises à Montmorency. D'ailleurs, ces données étaient faites par le célèbre Percotte, qui est en fait un des fondateurs de la météorologie moderne, si on peut dire, hein, bien avant Le Verrier. Bon, donc qui a fait un traité de météo et qui a donné un peu des indications pour effectuer les mesures de température. Hein. Bon, alors on dispose aussi, en fait, alors là je vais m'étendre un peu plus sur les séries les plus anciennes, hein, puisque c'est là où il y a un travail effectif à faire. C'est des séries des observations qui ont été faites par seulement deux observateurs, hein, Louis Morin, donc Louis Morin qui devrait être beaucoup plus connu qu'il n'est en réalité, hein, donc qui a fait quand même 48 années de mesures journalières, hein, plusieurs fois par jour, et puis Bouillot qui lui a été le premier à faire des mesures en France, des mesures météorologiques. Bon, alors, Louis Morin. Commençons par Louis Morin, hein, qui est en fait l'auteur d'un registre de mesures qui couvre 48 années
de 1657 et 1713. Donc, comme vous le voyez d'après les dates, il couvre totalement le règne la vie de Louis XIV. Il est né 3 ans avant, il est mort la même année. Donc, alors, ce monsieur était quand même un personnage assez exceptionnel. Il était médecin et botaniste. Il s'intéressait beaucoup aux plantes. Il a fait sa médecine. Il était en fait très connu puisqu'il a en fait été le médecin, un médecin renommé, qui était le médecin personnel de Mademoiselle de Guise et qui a été le médecin de Racine. D'ailleurs, il y a des lettres de Racine où Racine recommande beaucoup à Boileau, ce médecin, qui fait des prodiges, paraît-il, pour soigner les gens, grâce par la médecine, par la botanique, par les plantes. Donc, il était aussi botaniste. Donc, il a été aussi... il y a un célèbre botaniste de l'époque, Tournefort, qui l'a même honoré en lui attribuant une plante qui s'appelle Morilla orientalis, qu'on peut trouver dans les jardineries, je pense, toujours. Donc qui honore ce monsieur qui est devenu aussi académicien. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est que comme il s'intéressait beaucoup de plantes, je pense que c'est ça qui l'a amené à faire des observations météorologiques journalières. Alors, je vous présente ici un tableau qui est écrit de ses mains, qui date de février 1665. Donc la première observation qu'il a fait, c'est en 1er février 1676. Donc il a fait. Alors ce qui est remarquable, c'est qu'il a consigné ses observations sur ce qu'on appellerait aujourd'hui un tableur, et il a gardé ce format pendant 48 années. C'est assez exceptionnel et sans pratiquement de données manquantes, du moins dans les 30 dernières années. Alors, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la cinquième colonne, là, où on a des observations que vous voyez, F3, F2. Ce sont des observations, F, ça veut dire froid. Et puis, donc, il utilisait au tout début de ces observations 9 catégories. 4 catégories dans le froid et 4 catégories dans le chaud et une catégorie entre les deux. Bon, alors là, vous voyez aussi des indications là, sur la direction du vent. Ça, c'est la direction des nuages. Il observait aussi là, cette colonne-là, c'est la vitesse des nuages, quoi. Et puis là, il y avait des indications sur s'il pleuvait ou s'il pleuvait pas. Et puis ici, c'est N, ça veut dire neige. Il a neigé. On sait qu'il a neigé donc le 1er février 1665. Bon, alors, dans ces 48 années, ces observations étaient un peu évoluées. Alors, on ne sait pas trop s'il a changé de thermomètre ou s'il a plutôt changé de façon dont il a consigné ses observations. C'est assez parce qu'en fait, ce qui est un petit peu délicat, c'est qu'on a son registre, qui couvre 48 années, mais on ne sait rien sur le thermomètre qu'il a utilisé, on ne sait rien sur les conditions dans lesquelles il était faire les températures. Donc il faut se débrouiller avec ce qu'il y a. Donc il y a 3 périodes en fait dans ces données. Il y a des périodes où il a été utilisé 9 catégories. Ensuite, 5 années plus tard, il s'est aperçu, il y a eu un hiver très rude, donc il s'est aperçu qu'il n'avait pas assez de il notait pas de façon suffisamment précise les températures les plus basses. Donc il a rajouté des divisions pour les températures froides et en même temps sur les températures chaudes. Donc il a étendu un peu son domaine de mesure. Et puis finalement, dans les 30 dernières années, alors il a mis des dixièmes de notation. Donc à ce moment-là, on a une précision de relevé qui atteint les 3 dixièmes de température. Donc ces relevés ont été faits journellement, 3 fois par jour, pendant 48 ans. Donc ça nous... alors, bon, maintenant je vais parler d'Ismaël Bouillot, qui lui était un peu, qui était un savant un peu curieux de tout, surtout d'astronomie. Bon, il a laissé son nom en astronomie, puis il y a un volcan
il y a un volcan sur la Lune là, qui porte son nom, qui s'appelle Bouliadous, hein, donc qui est un grand volcan sur la Lune, hein, avec autour, je pense, 8 volcans secondaires. Hein. Vous pouvez regarder sur un nadir de la Lune. Donc, Ismaël Bouillot était bien reconnu dans sa communauté astronomique. Bon, c'était un personnage, comme vous voyez, c'est un ecclésiastique, hein, qui a... disons qui a été bibliothécaire en fait bibliothécaire, et donc dans ses fonctions de bibliothécaire il a aussi beaucoup voyagé, hein, pour récupérer des livres savants. Alors attendez, voilà, hein, alors là c'est une carte qui a été faite par un Américain, un historien américain, là, qui a regardé tous ces. C'était intéressant, c'est qu'il correspondait avec énormément de gens, hein, des savants un peu de tous les pays, hein, notamment il était très lié à Huygens en Hollande, et puis il avait des correspondances aussi avec les Médicis à Florence. Hein. Donc c'est au cours de ces voyages, il a donc fait des connaissances, et là vous avez sur la droite le nombre de lettres qu'il écrivait par an. Hein. Donc ça fait en fait 40 volumes à la Bibliothèque nationale, hein, tous ces écrits. Alors ce qui est intéressant pour nous, c'est que en fait le premier thermomètre qui a été obtenu en France, hein, il a transité en fait par la Pologne. Il a obtenu un thermomètre d'une connaissance qu'il avait en Pologne, hein, qui était le secrétaire de la reine de Pologne, hein, qui elle-même avait eu un thermomètre depuis de Florence, hein, un cadeau des Médicis. Donc le premier thermomètre qui est arrivé en France est voilà, alors est de ce type-là, hein, c'est les fameux thermomètres de Florence, les premiers thermomètres, hein, qui ont été fabriqués, hein, qui ont été confiés à un certain nombre de savants en Europe, hein, dont Ismaël Bouillot. Alors ça, on est absolument sûr, par contre, que c'est bien ce thermomètre qu'il a utilisé, hein, parce que dans les lettres qu'on a, il y a un dessin du thermomètre, hein, de la façon de le fabriquer, etc. Hein. Donc on connaît très bien le thermomètre, on sait ses graduations, on sait le calibrer. Bon, alors là c'est un document que je vous présente qui est quand même exceptionnel, je pense. Hein, c'est la première mesure de température faite en France. Hein. Alors attendez, je vois pas très bien la première ligne, mais ce qui est c'est donc au mois de... oui, alors c'est pas en français, hein, c'est effectivement écrit en latin. Hein. Tout est écrit en latin, sauf, vous verrez, il y a juste un jour où il a écrit en français, mais je vous montrerai ça. Bon, alors la première observation, c'est fait attendez, je vois pas quel est le jour, là, c'est le 5, non, le 25, voilà, oui, pardon. C'est le samedi, alors il notait évidemment c'était un astronome. Alors, je ne sais pas si c'est par un astronome, mais les jours étaient notés par les planètes. Hein, donc, c'est Saturne, quoi. Hein. C'est le samedi 25. Hein, donc, il a fait à Mérien, à midi. Hein, il a fait 25 degrés, des degrés du thermomètre de Florence. Hein. Il y a eu du soleil et nuages. Hein, et puis, alors, il notait aussi la chaleur intense. Non. Chaleur modérée. Et puis là je pense que Valdez, je pense que c'est le vent ensuite, le vent fort, quoi. Bon, alors ça, vous voyez, c'est pas tout à fait le même style que Morin, hein, donc c'est un peu le chercheur là qui était très très intéressé pour voir ses premières mesures. Hein. Alors on voit au niveau du temps, là, disons, son carnet d'observation évolue un peu. Hein. C'est-à-dire que à partir d'un certain moment, il note l'heure. Hein. Il fait plusieurs observations par jour. Il note l'heure. Et puis, par exemple, là, il y a un jour où il fait très chaud. Calor intensimus, hein, le 5 août 1758. Donc là, il a regardé son thermomètre 7 fois, hein, pour noter, vous voyez la variation du thermomètre. Hein. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que finalement, il a réussi à obtenir un deuxième thermomètre directement de Florence. Donc là, pendant 2 mois, il a comparé les deux thermomètres. Hein.
Donc là, le deuxième thermomètre, il marquait un peu plus fort que le premier, 39 et 37. Et puis ensuite, il avait aussi un thermomètre à mercure. Hein, donc il a noté aussi pendant 2 mois, disons, pour comparer. Et quand on regarde c'est quand même très, très cohérent, quoi. Hein. On peut noter les observations qu'ils ont faites jour par jour. Et disons, à part un décalage, disons, ça donne des indications identiques. Bon, et puis alors là, j'ai noté aussi le 28 mai, de temps en temps, il mettait des observations, des observations. Alors ça, c'est la seule observation qui a été en français. Alors je vous la lis. 15 bourgs ou paroisses grêlées dans l'Haute-Savoie. La grêle était grosse comme des œufs de pigeon. Donc c'est pas nouveau, cette comparaison avec les œufs de pigeon. Elle a ruiné les blés, fruits, vignes, sans avoir rien laissé. Voilà. Donc c'est une observation sur les grêles qu'il y a eu le 28 mai 1660. Bon, alors tout ça, ça nous sert en fait à reconstituer les températures. On arrive en exploitant à la fois ces données de Morin et ces données de Bouillot, on arrive à reconstituer les températures jusqu'à 1658. Bon, alors les températures, c'est pas les températures journalières, hein. Disons, on fait des températures mensuelles. Mensuelles. Donc, on peut reconstituer mois par mois, donc en degrés Celsius, la température. Alors, quel est l'intérêt de ça? C'est quand même de donner des indications. Alors, par exemple, là, je vais prendre 2 exemples. L'exemple de là, ce qui est encadré, ce sont les mois d'hiver qui sont 3 degrés inférieurs à la moyenne. Et puis là, les mois d'été qui sont 2 degrés au-dessus de la moyenne. Alors ça, en fait, c'est à peu près 1/10 des mois. Donc vous pouvez voir un peu la fréquence au cours du temps, l'évolution de la fréquence des saisons extrêmes. Bon, encadré, c'est au niveau de la saison. Bon, alors par exemple, on peut dresser ce tableau-là depuis la fin du XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez un peu la ligne bleue là concerne les hivers et la rouge concerne les étés. Donc ça c'est la liste des années remarquables avec des hivers très froids et là des étés très chauds. Alors vous pouvez remarquer en fait qu'on a une certaine raréfaction des hivers froids. On n'a pas encore eu des hivers froids qui sont en dessous de 2 degrés de la moyenne depuis au XXIe siècle. Et on n'en a eu que 4 au XXe siècle, alors que, disons, les siècles précédents, on en avait de l'ordre d'une dizaine. Bon, alors pour les étés très chauds, alors là on en a eu finalement... disons, c'est autour de 6 à 10 dans cette période-là. Et puis là, on peut considérer quand même qu'on en a eu énormément au début du XXIe siècle, puisqu'on en a déjà 5 sur 12 ans. Donc on peut déjà noter une certaine évolution. Bon, alors on peut être peut-être un peu plus précis. Maintenant, on va examiner. Alors là, ce graphique, il faut peut-être que j'explicite, ce sont les anomalies de température de 1676 à aujourd'hui. Donc vous voyez les anomalies de température, mais de la période avril à septembre. Donc c'est sur 6 mois. C'est cumul sur 6 mois. Alors vous verrez tout à l'heure que c'est pas innocent de faire ce cumul sur 6 mois, parce qu'on peut comparer avec les dates de vendange ensuite. Et c'est aussi représentatif quand même pour les conditions d'agriculture, etc., de toute la période végétative. Donc ça c'est intérêt. Alors ce qu'on remarque sur ce graphique, c'est vous voyez qu'il y a des fluctuations pluriannuelles très, très importantes. Très importantes. Et puis on voit quand même en fin de période quand même une montée assez remarquable depuis 1988. Bon, alors par contre, en regardant les choses d'un peu près, là, on voit quand même des espèces de fluctuations. Alors ces fluctuations d'échelle de la trentaine d'années, on la met beaucoup mieux en évidence si on fait une moyenne sur 11 ans, c'est-à-dire en moyenne sur l'année et puis 5 années avant, 5 années après. Et alors là, ce qu'on découvre, c'est ceci.
Donc vous voyez apparaître ces fluctuations qu'on nomme des fluctuations pluridécennales. Hein, et depuis le 1676, on en a 10. Hein, et puis la 11e qui monte à des niveaux jamais atteints jusqu'à présent. Hein. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est cette... Bon là j'ai mis en pointillé parce que ça c'était pas des données vraiment de Paris, c'est des données qui sont reconstituées à partir des données anglaises. Hein. Donc on voit assez nettement, disons, ces fluctuations qui ont quand même, disons, une amplitude qui est de l'ordre de d'un degré, donc ce qui n'est pas du tout négligeable, 1 degré. Hein. Bon, alors on peut se dire, bon, d'accord, c'est la série de Paris, bon, c'est normal finalement qu'on trouve des fluctuations comme ça sur n'importe quelle série, même si c'était tiré de façon aléatoire, on trouverait de ce genre de choses. Hein. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça dépasse l'aléatoire, hein, c'est-à-dire qu'en fait, ça a une signification, hein, puisque si on compare maintenant cette série à la série d'Angleterre, vous voyez que l'anomalie en Angleterre, elle est absolument du même type, à quelques détails près, hein, à certaines périodes, hein. Mais la plupart des fluctuations sont bien, enfin disons, c'est assez parallèle. Hein. Donc on peut même aller plus loin, puisque depuis 1700 et quelques, là on a aussi des données en Hollande. Donc on a aussi à part peut-être autour des années 1800, là où les choses ne sont pas tout à fait la même chose entre l'Angleterre, la Hollande et Paris, hein, mais on a une belle coïncidence entre les fluctuations de la série de Paris et les fluctuations en Angleterre et en Hollande. Hein. Donc on peut être un peu rassuré, hein, c'est que ça, on n'est pas en train de regarder un phénomène, un artefact, hein, c'est vraiment un phénomène réel, hein, donc on peut dire que ça fait partie en fait de la définition de notre climat. Hein. Notre climat a finalement des fluctuations pluriannuelles et des fluctuations pluridécennales. Et on voit aussi l'effet qui est bien connu, hein, qui est souvent commenté, du réchauffement actuel. Hein. Voilà donc en fait ce qu'on peut tirer des températures. Bon, alors là, je vais peut-être un peu détailler ce diagramme résume un petit peu là, ce que je vous ai montré là. Hein, donc avec une identification de chaque fluctuation. Hein. Chaque fluctuation comprend une séquence chaude et une séquence froide. Hein. Donc là, disons dans l'ouvrage qu'on a fait avec Emmanuel Laurent-Durie, qui est l'historien en fait, qui aussi a étudié en fait quelles étaient les relations entre les climats et la société. Hein. Donc c'est un peu, on peut réécrire l'histoire en fonction de cette évolution climatique, hein, puisqu'on sait que le climat influe sur les récoltes. Hein. Quand on a une série d'années chaudes, on a par exemple de bonnes récoltes, hein, le prix du blé est bas, etc. Hein. Donc en fait, l'histoire humaine est vraiment rythmée par ces fluctuations, au point qu'on peut décrire l'histoire par ces fluctuations au lieu de les décrire par règne de Louis XIV, de Napoléon, etc. Donc c'est un petit peu cette chose-là qui a été fait avec Emmanuel Laurent-Durie. Bon, alors là aussi, ce que je voudrais vous montrer ici, c'est qu'en fait, il faut faire très attention quand on évalue avec des données le réchauffement actuel. Hein. C'est-à-dire, certes, on s'aperçoit, ce que j'ai mis en rouge, c'est en fait une période, hein, qu'on a baptisée Prométhée, hein, qui n'est pas... qui a jamais atteint un niveau aussi haut. Hein. Donc on a réellement un réchauffement, des valeurs plus élevées que depuis 1988, hein, que les 350 années précédentes. Hein. Donc ça, c'est un phénomène significatif, mais il faut regarder, disons, à partir d'où on prend l'origine et d'où on prend l'extrémité, quoi. Hein. Donc là, j'ai tracé en rouge, par exemple, on peut peut-être faire une évaluation en regardant jusqu'où on arrive à monter. Hein. Donc ça symbolise un peu la tendance au réchauffement dont on connaît bien les causes. Enfin, donc alors, ce qu'il faut voir aussi, là, là, on a l'impression qu'il y a une espèce de plafonnement. Hein, donc c'est assez naturel, puisque à la tendance au réchauffement se superposent des fluctuations
pluridécennale, donc on peut éventuellement avoir un petit refroidissement, mais avec une remontée. Enfin, là je ne ferai pas de prospective, hein. C'est essentiellement, là je vous montre les observations telles qu'elles sont. Bon, alors, maintenant, qu'est-ce qu'on... on peut aller plus loin, hein. On peut aller plus loin dans le passé, hein. Alors naturellement, quand on dépasse 1658, on n'a plus de mesures en France, hein. Donc il faut aller rechercher des données qui sont liées à des phénomènes, à des valeurs météorologiques, climatiques. Alors, ce qu'on a en France, absolument excellent, c'est les dates de vendange, hein, parce que les dates de vendange, disons, chaque année, enfin, dans les régions de vignobles, la date des vendanges est consignée, hein, sur des registres. C'est ce qu'on appelle le banc des vendanges. Et à partir d'une certaine date, les gens sont autorisés à vendanger, hein. Donc, en Bourgogne, ces relevés de banc des vendanges, on les a jusqu'à 1370, et même de façon moins continue un peu plus loin, hein. Donc c'est un travail d'historien d'aller rechercher, disons, dans ses archives, hein, toutes les dates de vendange. Alors, quel est l'intérêt de ces dates de vendange? C'est qu'il y a quand même la vigne, finalement, la croissance de la vigne entre avril et septembre, est très très liée. Est très très lié à la température, hein. Donc là, vous voyez qu'il y a là, ce diagramme montre d'un côté là, attendez, là vous voyez, là ici c'est l'anomalie de température d'avril à septembre, et de l'autre côté c'est la date, la précocité de la date des vendanges, hein. Donc alors chaque point est représentatif d'une année, hein. Donc plus l'anomalie de température est forte, plus tôt vient la vendange, hein. Et inversement, la vendange est retardée quand l'anomalie est négative, hein. Et la corrélation est assez bonne. Et alors ce qu'on remarque, c'est à peu près que 1 degré correspond à 10 jours de date des vendanges, hein. Donc 1 jour de décalage de date des vendanges, ça équivaut à 0,1 degré sur la moyenne des 6 mois, hein. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose d'extrêmement fin, la date des vendanges, hein. C'est extrêmement précis, hein. Bon, alors voilà, alors on peut s'amuser à tracer le graphique de l'évolution des dates de vendange. Donc ça, c'est un diagramme qui est un peu du même type que celui que je vous ai montré pour les températures, hein. Donc en fonction du temps, quel est l'écart à la date des vendanges, à la date moyenne des vendanges, hein. Donc alors vous voyez, on observe des fluctuations. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on observe d'autres fluctuations. On peut remonter comme ça jusqu'en 1370, hein. Bon, alors faut quand même, enfin les dates de vendange, il y a quand même une certaine prudence à avoir, hein, parce que bon, il y a aussi les conditions d'exploitation des vins qui peuvent évoluer avec le temps, hein. Donc il faut peut-être pas regarder à la lettre les valeurs moyennes sur une très longue durée, hein, puisqu'à un certain moment, bon, les vendanges étaient faites un peu plus tôt de crainte de perdre le raisin, hein. Et à d'autres moments, au contraire, disons, pour produire du vin de meilleure qualité, hein, on risque un retard de vendange, hein. Donc il y a quand même un petit facteur anthropique, hein, sur ces dates de vendange auquel il faut faire quand même attention, hein. Alors, par contre, on a la possibilité, depuis entre 1658 et puis aujourd'hui, on peut comparer ces dates de vendange aux températures, hein. Donc ça, c'est ce diagramme-là. Alors, vous voyez que ces fluctuations, grosso modo, hein, disons, à part peut-être une fluctuation là, qui est peut-être pas vue dans les dates qui est pas vue dans les dates de vendange, hein, mais les dates de vendange répercutent bien les fluctuations pluridécennales, hein. Donc on peut dire qu'en fait on trace encore jusqu'en 1367 une dizaine de fluctuations multidécennales du même ordre de grandeur, hein, que celles qu'on a observées, hein. Donc
on voit que c'est un phénomène un peu constant du climat avant la révolution industrielle. Hein. Et alors la même chose, les dates de vendange font mettre en évidence aussi le réchauffement actuel. Hein. Bon, alors maintenant, on va essayer de remonter encore plus dans... C'est juste une question. Oui, allez-y, oui. Est-ce qu'on a tenu compte des variations possibles de cépage? Parce qu'il y a des cépages qui sont mûrs un mois avant d'autres. Oui. Alors, disons, dans la mesure où on connaît, hein, parce qu'il faut dire qu'aussi, il y a eu des variations dans les cépages, on dit que là, en Bourgogne, c'est du pinot noir. Hein. Oui, donc, ça a toujours été depuis 13 ouais, ans et quelques du pinot noir. c'est du pinot noir, quoi. Oui, c'est maintenant, oui. Voilà. Et alors, oui. Mais c'est vrai que, disons, vous avez raison de le souligner, hein, disons, il y a des variations selon des cépages, quoi. Hein. Justement, on voit un décalage. Oui. Est-ce que c'est pas un changement Oui, c'est possible. Hein. C'est possible. Hein. Je pense qu'on a une certitude sur le pinot noir, mais je ne suis pas sûr qu'on ait cette certitude, disons, disons dans le passé, quoi. Alors, il y a aussi... la date des vendanges, justement, en Bourgogne, hein, il y a certaines périodes, au XIXe siècle, hein, disons, il y avait un peu un conflit entre les gens qui faisaient du pinot noir hein, et d'autres cépages. Hein. Donc, il y a une certaine période, finalement, où la date des vendanges était retardée, hein, le banc des vendanges était retardé pour permettre d'avoir de bonne qualité du vin, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a un facteur qui est pas climatique, là. Hein. Donc c'est vrai que c'est aussi c'est une donnée qui malheureusement est aussi a certains inconvénients hein, du même type que les données instrumentales hein, où il peut y avoir des dérives avec le temps, etc. Hein. Donc c'est pour ça en fait que reconstituer une histoire du climat hein, nécessite de confronter disons des données de types différents le plus possible, etc. pour avoir pour affermir disons des choses plus pour affermir les choses. Hein. Alors maintenant une type de données qui permet de remonter encore beaucoup plus haut, ce sont les glaciers. Hein. Donc, on sait que les glaciers reculent actuellement, hein, on attribue ça au réchauffement. Alors évidemment, le glacier, c'est quand même réagi de façon un peu complexe. Hein. Il n'y a pas que la température, hein. Chaque glacier aussi, hein, il faut faire le bilan du glacier. Hein. Les températures, c'est vrai, l'ablation en été est très importante, donc la température joue beaucoup. Il y a aussi les précipitations qui jouent beaucoup. Donc si on veut vraiment avoir un bilan global, c'est pas tout à fait aisé. N'empêche qu'on arrive quand même à mettre en évidence l'effet de la température, quoi. Hein. Donc là, je vous montre là, en fait, une étude qui a été faite assez récente, qui a sur les avancées et retraits de la mer de glace. Hein. Depuis 1676, 1676, ça permet de comparer avec les températures. Hein. Donc vous voyez là que la mer de glace, a évidemment, disons un retrait. Là c'est les mètres. Hein. C'est en mètres tout ça. Hein. Donc ça a régressé de près de 2 km hein, depuis le XVIIe, XVIIIe siècle, quoi. Hein. Donc il y en a un retrait, mais ce retrait est ponctué en fait. Il y a des retraits, des avancées, hein, donc c'est pas un retrait uniforme, quoi. Enfin vous voyez, là aussi, vous avez des fluctuations. Hein. Bon, alors, est-ce qu'on peut rapprocher ça des fluctuations qu'on note sur les températures? Vous voyez, alors oui et non. C'est-à-dire que, peut-être pas pour le réchauffement, là, hein, mais par contre, alors, avec un certain décalage, hein, une quinzaine d'années, hein, on arrive à déceler, en fait... Alors c'est un petit jeu là qu'on peut avoir, c'est de regarder les périodes chaudes et les périodes froides hein, de chaque fluctuation multisaisonnière et voir leurs répercussions sur l'avancée et les retraits de la mer de glace. Hein. Alors le C c'est les valeurs chaudes et le F c'est froid. Et alors avec un petit décalage d'une quinzaine d'années hein, dans la mer de glace,
on voit une répercussion des phases, des séquences froides sur la mer de glace. Alors, pas pour toutes les fluctuations. Hein. Par exemple, des fluctuations d'assez courtes, là, ne sont pas... Alors, est-ce que c'est la précision du tracé de la mer de glace n'est pas suffisante pour déceler toutes les fluctuations, ou bien est-ce à dire que l'inertie du glacier est telle que certaines fluctuations ne sont pas répercutées dans les avancées des glaces. Hein. Donc, par exemple, on a un peu fait l'hypothèse là que cette avancée-là était due, enfin, les petits retraits les petits refroidissements ne sont pas vus dans le retrait de la mer de glace à cette époque-là. Donc voilà comment se passent les choses. Alors, quoi qu'il en soit, disons, ce qui est intéressant dans les glaciers, c'est que le glacier a une très grande inertie, hein, d'autant plus grande qu'il est important. Donc le glacier d'Alech, c'est le plus grand des Alpes, donc et qui a permis de remontrer jusqu'à 1500 avant Jésus-Christ, hein, et c'est à partir de ce travail qu'ont été définis un peu des petits âges glaciaires. Alors là, c'est très net, hein, il y a une période de 1300 à 1650 hein, qu'on a dénommé petit âge glaciaire. Bon, c'est un nom qui est peut-être un peu exagéré, parce que l'âge glaciaire, l'âge glaciaire c'est vraiment très petit âge glaciaire, hein, parce que les différences moyennes de température qui peuvent être en jeu, c'est de l'ordre de quelques dixièmes de degrés. Il ne faut pas s'imaginer que l'âge glaciaire, il faisait pas si froid que ça, quoi, hein. Les étés étaient comparables et on avait des périodes chaudes et des périodes froides. Hein. Mais on avait peut-être une fréquence un peu plus grande d'hivers très intenses. Hein. Alors, n'empêche que l'étude des fluctuations du glacier ont permis de définir ce qu'on appelle les petits âges glaciaires, des petits optimums médiévales avec des périodes croitons relativement chaudes, des petits optimums romains, petites taches de bronze. Voilà, c'est une chronologie qui est tirée de cette avancée, de ces reculs du glacier d'Alech. Alors disons, pas mal d'autres études des glaciers alpins confortent un peu cette chronologie. Hein. Alors, la liaison avec le climat est peut-être un peu délicate, mais n'empêche que, au moins au niveau du glacier, ça a une signification, quoi, hein, ces petits âges glaciaires. Hein. C'est là où les glaciers étaient très, 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 très étendus. Bon, alors on va revenir à du beaucoup plus local. Hein, là. Je pense qu'il y a des gens dans la salle qui doivent connaître cette vue, hein, puisqu'il s'agit du massif de la Mallet d'État depuis vue du port de Bénasque, hein, Hein, alors en 35 ans, hein, c'est des photos qui ont été prises à 35 ans d'intervalle, hein, lors de randonnées, hein, donc en 72 et maintenant quand on regarde en 2007, hein, on voit quand même à l'œil nu une certaine différence. Hein. Donc ça s'observe, ça peut s'observer, hein, ce changement dans les Pyrénées également. Hein. On peut peut-être s'inquiéter de ce qui va se passer lors de la prochaine séquence chaude, hein, qui s'ajoutera à une tendance au réchauffement. Hein. Donc il ne restera peut-être plus beaucoup de glaciers pyrénéens. Bon, alors, là j'ai parlé essentiellement des températures, hein, des dates de vendange et des étendues des glaces, mais il y a d'autres techniques qui peuvent être utilisées pour avoir des informations sur le climat. Bon, alors d'ordre phénologique, la qualité du vin était aussi assez liée aux températures, notamment les températures de l'été. Hein, c'est plutôt de l'été. Bon, la date des moissons aussi est sensible aux températures. Les dates de récolte des olives, ça, semble-t-il, c'est toute l'année. Hein, c'est sensible aux températures de toute l'année. Bon, il y a des archives naturelles, hein, qui sont utilisables. Alors les fameux anneaux des arbres, hein, la dendrochronologie,
Alors la dendrochronologie, bon, il y a le fait de... Alors ce qui est un petit peu délicat dans ces analyses, hein, c'est que, bon, dans certains endroits, hein, par exemple en altitude dans le nord, bon, on retrouve une certaine corrélation avec les températures, mais dans d'autres endroits plus, par exemple en plaine, etc., bon, c'est l'humidité qui joue le plus, quoi, hein. Alors, bon, il y a des techniques aussi qui sont développées en dendrochronologie, qui sont des analyses d'isotopes de l'oxygène, hein, qui sont bien corrélées, semble-t-il, aux températures, hein. Mais ce qui est intéressant dans la dendrochronologie, c'est que là aussi, on peut, comme dans les glaciers, remonter sur 7 à 8 000 ans, hein. Et bon... alors, les choses, on trouve quand même dans la dendrochronologie des choses relativement comparables à ce qui est tiré des glaciers, quoi. C'est-à-dire le petissage glaciaire, on se retrouve aussi dans les études de dendrochronologie. Bon, alors là, je cite aussi les pollens, les carottes glaciaires qu'on connaît bien, là, qui sont exploitées pour connaître disons, alors là, remonter beaucoup plus loin, hein, si on prend des carottes glaciaires au pôle sud, quoi. Les sédiments dans les lacs aussi, hein, dans les dépôts successifs dans des lacs permettent aussi d'avoir des indications année par année. Bon, alors des choses qui peuvent être exploitées aussi, c'est des journaux personnels, quoi, hein, où on peut avoir les témoignages des fortes inondations, des sécheresses. Quelque chose qui est particulièrement précieux dans les pays comme les Pays-Bas, hein, c'est le relevé des durées de gel des canaux. Alors là, c'est intéressant dans la mesure où ça donne une information très précise sur les hivers. Bon, il y a aussi les archives ecclésiastiques ou administratives, hein. Bon, alors en Espagne, par exemple, disons, les processions ont été exploitées, hein, c'est-à-dire que, bon, quand il y avait de la sécheresse, on implorait un saint précis, on faisait des processions, donc il y a toute une codification des processions plus ou moins importante selon le degré de sécheresse, hein, ou à l'inverse, dans des cas où il y a trop d'eau, quoi, hein. Bon, les registres par ration aussi, hein, puisqu'on peut regarder disons l'impact sur la mortalité de certaines sécheresses, hein. Bon, les récoltes aussi, bon, sont consignées, hein, et puis le prix des céréales, bon, qui est très lié aussi aux récoltes qui elles-mêmes sont liées aux températures, hein. Donc il y a toutes sortes de données qui peuvent être exploitées, hein, et en fait, pour l'histoire du climat, hein. Donc cette histoire du climat, elle a besoin en fait de travaux interdisciplinaires, hein, puisqu'il y a beaucoup de techniques qui peuvent être utilisées, hein, ça touche, et on a besoin d'historiens, de géographes, de physiciens, etc. Donc c'est une activité qui est vraiment qui ne peut se développer que par la mise en commun de tous ces savoirs. Bon, alors je voudrais un peu faire des remarques en finale, hein. Donc déjà que l'observation locale de la température, ne serait-ce que locale, hein, là je vous ai montré des choses qui sont quand même très locales, hein, puisque c'est les températures à Paris, les dates de vendange en Bourgogne, hein, et les glaciers, la mer de glace ou le glacier d'Aletsch, hein. Donc même de ces observations locales, on peut quand même tirer des indices thématiques, hein. Par exemple, sur les températures, une anomalie de température mensuelle, j'aurais ajouté mensuelle, hein. C'est représentatif d'une échelle bien plus grande que le local, quoi, hein. Puisqu'on a vu qu'on avait des comportements un peu identiques à Paris et puis aux Pays-Bas, quoi, hein. Donc c'est très intéressant d'avoir, ne serait-ce qu'un point. Le point peut être représentatif d'une région beaucoup plus importante. Alors, le climat naturel, alors j'ai mis ça entre guillemets, hein, c'est-à-dire bon, en dehors de l'action humaine, quoi, hein, enfin, l'action supposée humaine, là, se caractérise par des fluctuations interannuelles, mais aussi pluridécennales, hein, mises en évidence tant par les températures que par les dates de vendange. On peut identifier grâce aux températures
12 fluctuations pluridécennales depuis 1658 et grâce aux dates des vendanges, une dizaine d'autres de 1370 à 1658. Hein. Donc ça, c'est important puisque c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête quand on étudie le climat, quoi, hein. Le climat, ce n'est pas une moyenne qui va autour avec un écart type, etc. Le climat a une histoire, hein, et il y a des fluctuations pluridécennales qui font partie intégrante de la description du climat. Hein. Alors, à l'échelle alors, si on veut aller à une échelle plus grande, pluridécennale, là, il faut peut-être regarder les grands glaciers. Hein, et quelque chose qui est bien établi, c'est qu'il y a de 1300 à 1860, on a une période qui est relativement fraîche. Hein, alors peut-être 3 dixièmes ou 5 dixièmes de degré en dessous de la température du XXe siècle, quoi, quelque chose comme ça, quoi. Alors, le réchauffement climatique d'échelle globale, hein, dont on parle beaucoup, hein, disons, qui est engendré par l'augmentation anthropique des gaz à effet de serre, se perçoit bien sur les données régionales. Hein. On a vu les données de température, on le voit, dans les données date de vendange, on le voit, dans les glaciers, on le voit. Hein. Donc, c'est une chose qui est bien répercutée par les observations. Alors, le passé récent de l'évolution du climat ouest européen s'explique par l'effet conjugué d'une tendance forcée au réchauffement, et d'une fluctuation pluridécennale naturelle, dont l'amplitude est en moyenne de l'ordre du degré. Alors, ce qu'il faut noter là, c'est que la séquence, enfin, pour ce qui concerne les données françaises, hein, la séquence chaude de cette fluctuation a de 1988 à 2000 hein, accru l'amplitude du réchauffement. Hein. Donc on a une tendance, et se superpose aussi une séquence chaude d'une fluctuation pluridécennale. Hein. Alors, à contrario, une séquence froide de la fluctuation pluridécennale peut masquer temporairairement le réchauffement de type anthropique. Hein. Il faut bien avoir ça en tête. Hein. Donc, il est pas neutre. C'est tout l'intérêt de regarder un peu des données qui vont bien au-delà des 50 ou 150 dernières années, quoi. Il ne s'agit pas que de regarder l'évolution au cours du XXe siècle, etc. Il faut bien avoir en tête qu'il y a une évolution on peut peut-être considérer comme régulière, hein, et par contre se superposent des choses qui fluctuent. Hein. Donc les fluctuations ont une amplitude qui n'est pas négligeable et qui est de l'ordre du degré, hein. Donc qui est comparable à, disons, des tendances sur 20-30 ans, quoi. Donc c'est un des grands défis, hein, de décrire ces fluctuations pluridécennales dans les modèles climatiques. Voilà, j'en ai terminé. On peut passer à la séance de questions. Merci. Merci. Oui. En fait, j'aurais deux questions pour vous. La première, c'est par rapport aux différents graphiques que vous nous avez présentés. Quand j'étais à l'école, je me souviens que vous nous avez parlé de la Révolution française et